Salut Timothée Hochet. Salut Guillaume. Merci d'être venu en interview sur Rouge Vert Bleu. Mais de rien, c'est un honneur. Donc toi, tu as 23 ans aujourd'hui. Enfin, Ouais, aujourd'hui, c'est pas ton anniversaire, mais... Oui, en mars. Et tu es en train de réaliser une série audio pour Canal+. C'est ça. Maintenant, on va faire un flashback. Ouais, flashback de... Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, mon parcours... alors si en parcours on parle de faire des vidéos, Ouais. ça remonte à il y a 10 ans, quand j'avais 12-13 ans, où je faisais des petites vidéos comme ça avec des amis. Je regardais beaucoup de films et ça m'amusait de faire des petits courts-métrages comme ça pour plaisanter, pour raconter des histoires, parce que j'avais envie de raconter plein d'histoires. Okay. Et avec des potes aussi, surtout. C'était vraiment un truc un peu plus collaboratif. On avait un petit groupe d'amis et on faisait ça et on essayait de faire des courts-métrages. Du coup, on postait ça sur Dailymotion et Okay. on avait un commentaire, c'était trop bien, quoi. C'était vraiment, je me souviens encore des commentaires aujourd'hui sur Dailymotion. Et quand tu dis groupe d'amis, c'était toi qui avais initié ça ou parce que Non, il y a c'était... beaucoup de gens des jeunes qui cherchent à faire des vidéos et qui font ouais, mais il y a personne pour m'aider, j'ai pas de potes et tout. Ouais, Toi, c'est tu les vrai forçais que... ou... Non, j'avais un pote, Léo, qui était à fond dans le délire avec moi. Okay. Et ensuite, nous deux, on forçait tous les autres à jouer et à participer là-dedans. Et on regardait beaucoup de films avec tous les deux. Et du coup, on aimait beaucoup le genre de l'horreur aussi. On se faisait peur à regarder les films d'horreur. Et du coup, on essayait d'en faire aussi. Okay. C'était les débuts... tous les débuts sont horribles en termes de résultats, mais à l'époque on était contents et ça nous faisait marrer. Et maintenant on regarde ça aujourd'hui, on a honte. Mais... On peut encore les voir ou pas sur internet? Ouais, mais il faut vraiment chercher. Sur Dailymotion alors? Sur Dailymotion, mais ouais, vaut mieux pas les voir. Hein. Okay. Mais je préfère les avoir sur internet et savoir qu'ils sont ici que de les perdre à jamais, quoi. Oui, bah oui. Parce que j'avais beaucoup de trucs sur des disques durs et j'ai tout perdu. Merde. Donc au moins là je sais que c'est là et je peux les regarder quand je veux. Remarque que Dailymotion ils vont peut-être fermer leur serveur bientôt. Ouais. Peut-être que... Ça va falloir les récupérer. Putain. Et donc après Dailymotion alors? Après Dailymotion, il y a eu YouTube en 2011 où j'ai commencé à faire 2-3 trucs. J'ai fait des podcasts. C'était la mode des podcasts qui explosait avec Norman et Cyprien et tout le monde qui a suivi. Du coup, j'en ai fait parce que j'avais envie de partager des trucs un peu drôles, selon moi. Mais surtout à des amis, en fait, à un cercle restreint. Okay. Et au final, ça a plutôt marché. J'ai gagné des abonnés. J'ai commencé... c'était à cette époque où j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent grâce à YouTube. Okay. Quand j'ai reçu mon premier chèque, j'étais putain, c'est ouf, on peut gagner de l'argent. C'est incroyable, n'importe quoi. Parce que quand tu as reçu ton premier chèque, c'était quoi? Tu avais combien d'abonnés? En fait, je crois que j'en avais pas tant que ça. Je crois que c'était genre peut-être 20 000, 30 000. Okay. Enfin, c'est déjà pas mal. Et mais les podcasts faisaient un peu plus de vues, je crois. Et du coup, mon premier chèque, je crois que c'était de 200 €. Et c'était trop bien, quoi. Je trouvais ça fou, 200 €. Et je crois que j'ai jamais atteint 200 € en vrai. C'était la première fois et ça n'a jamais dépassé 200 balles. Et du coup... Les gens n'avaient pas encore AdBlock et YouTube rémunérait mieux. Non, ouais. Je pense qu'en vrai, c'était... Il y avait plus de... Le dollar, tu sais, le dollar par vue était un peu plus fort qu'aujourd'hui où c'est hyper compliqué de monétiser ces vidéos, en fait. Et après, t'es passé à la fiction, alors comment ça s'est passé? Ouais, j'ai vite arrêté les podcasts parce que ça me saoulait. Je suis passé à la fiction. Donc tu te mettais en scène, enfin, c'est toi qui jouais en tant que comédien. Ouais, je faisais ça. Comme tout le monde à l'époque, un peu. Ouais. Genre, tu prends ta caméra, tu prends un trépied à 20 balles à boulanger et tu te filmes et tu fais ce que tu peux et tu portes une perruque pour faire un autre personnage. Et du coup, c'était pas mal ça pendant un moment. Ensuite, j'ai commencé à inviter des potes pour jouer. C'était toujours de l'humour, mais rapidement, en tant que consommateur de films, ce qui m'intéressait, c'était pas les comédies, c'était de plus en plus des films, soit des drames, soit de la science-fiction, enfin beaucoup de choses sauf de la comédie. Et du coup, j'ai voulu faire mon petit truc assez à moi. Enfin, surtout que ça manquait sur YouTube. Ouais. Je trouvais qu'il y avait une règle de l'humour constant
que personne ne pouvait déroger. Il y avait de la fiction qui était entre humour et science-fiction. Le Visiteur du futur, ça a été tellement un truc pour moi de voir cette série et de me dire ok, c'est possible. En plus c'était sur Dailymotion au début. Oui. Et de me dire ok, ça m'a vraiment motivé en fait à faire des vidéos, je me rappelle. Et sûrement que si le Visiteur du futur n'existait pas, j'aurais pas fait de vidéo. Donc merci François Descraques que j'avais remercié une fois en convention, mais je pense pas qu'ils s'en souviennent. Alors qu'on s'est rencontrés, j'ai travaillé sur Deadland en making of avec lui, et je lui ai jamais dit. Mais je crois qu'une fois je suis allé en convention et je lui ai dit des choses beaucoup trop cucu. Mais heureusement il l'a oublié. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup motivé à faire ça. Et du coup, ça m'a motivé aussi à faire ce que je voulais. Genre, c'était une série qui te disait, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave, fais, t'as une caméra, ok, c'est bien. Fais, t'as pas besoin de connaître la technique, t'as pas besoin de connaître quoi que ce soit. T'as une caméra, t'as des potes, tu peux faire quelque chose. Et du coup, ça m'a vachement motivé à ce niveau-là. Et je me suis dit, ben, je vais arrêter de faire des trucs humoristiques. Donc j'ai fait un peu des trucs... à l'époque, c'était très moralisateur. C'était sur des sujets de société, sur des sujets sur YouTube aussi. Il y avait beaucoup de choses sur YouTube qui me dérangeaient, et qui me dérangent toujours aujourd'hui. Et cette façon, pas seulement propre à YouTube, mais à Internet, de lyncher des gens seulement parce que ils n'ont pas les mêmes goûts que toi, ces chaînes poubelles qui commençaient à émerger. C'était la télé qui venait sur YouTube et qui faisait ses propres trucs, et ça marchait pas vraiment en termes de... Enfin, c'était très ridiculisant pour les youtubeurs qui participaient là-dedans. Voilà, il y avait des sujets comme ça. Bref, tout ça pour dire, à un moment donné, j'ai commencé à faire que les trucs un peu sérieux, quoi. Et c'est là où mon nombre d'abonnés a chuté. Ah oui. Parce que les gens, ouais, parce qu'ils sont... C'est-à-dire que ça grandissait plus ou carrément t'as perdu des abonnés? J'en ai perdu, Ouais. ça grandissait plus, ça c'est sûr, et j'en ai perdu pas mal, ouais. J'en ai perdu dès que j'ai arrêté les podcasts. D'accord. J'en ai perdu peut-être Les 10 gens 000, s'étaient 15 abonnés 000. pour ça et pas pour autre Ouais, chose. c'est ça. Mais je pense que c'est normal d'un côté, parce que surtout à cette époque-là, les jeunes allaient sur YouTube pour rire, quoi. Tu vas pas sur YouTube pour te dire, oh, putain, super, j'ai passé une super soirée maintenant. Tu y vas, voilà, ça dure 5 minutes, tu te marres et c'est terminé. Maintenant, les gens sont plus ouverts. Maintenant, tu peux faire des courts-métrages de 30 minutes, ils le regardent. La preuve avec votre chaîne. Et du coup, voilà. Et niveau scolaire, du coup, t'as suivi une formation ou pas du tout? Genre, t'as fait des études, t'as fait un lycée, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un lycée avec option audiovisuelle, Ok. ce qui m'a apporté genre les bases. Vraiment, c'est quoi un plan américain, un plan serré, un plan. Des analyses de films vite fait, les Hitchcock, les films les vieux films classiques. Ça t'a été utile? Enfin, t'as senti que... Sincèrement, le lycée, oui. Ok. Ça m'a été utile pour apprendre les bases, et j'avais des professeurs au fur et à mesure des années qui étaient bons et qui étaient passionnés par le truc, et du coup la passion se transmet, et c'était pas chiant, et puis on faisait des trucs aussi, c'était pas seulement théorique, voilà, c'était une vraie section au lycée Camille Vernet à Valence, qui existe encore, je crois, et du coup qui était vachement cool, et ça m'a appris à avoir les bases. Et ensuite, après le lycée, j'ai voulu continuer dans cette option. Donc j'ai été à Lyon, j'ai fait une faculté d'art du spectacle image, donc à Lyon, je sais même plus où c'était. J'avoue que j'y suis pas resté longtemps parce que ça m'a pas passionné. D'accord. T'as fait qu'un an du coup? Ouais, j'ai fait 6 mois même. Ah oui. En fait, j'ai trouvé un appart là-bas, et je suis allé en cours pendant 5-6 mois. Et ensuite, j'ai regardé Lost pendant les 6 autres mois. Ah oui, ok. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. En fait, C'est quoi? C'est que les cours étaient pas intéressants, pas assez pratiques ou... pas assez pratique, ça c'est sûr. La première année, il n'y a pas de pratique. C'est que théorique. Et beaucoup de trop de théorie selon moi.
C'était mon avis. C'est passionnant la théorie. Pardon, excuse-moi, vas-y, je touche le micro. C'est passionnant la théorie, je trouve, avec une certaine sans excès. Par exemple, il y avait, je crois pendant 3 semaines, on a théorisé sur ce qu'est un plan. Ouais. Et d'une façon philosophique, d'une façon technique et d'une façon, je ne sais pas, lunaire. Et du coup, la première semaine, c'est super, tu apprends plein de choses. Et alors, ensuite, tu te dis, bon, c'est un plan, quoi, j'ai envie d'en faire un, justement. Et du coup, ça m'a... Non, C'est un peu frustrant, quoi. Ouais, frustrant. Et à côté, du coup, je faisais plein de petits courts-métrages et j'apprenais beaucoup plus, en fait, en faisant des courts-métrages que... Non, j'ai pas appris grand-chose à la fac. J'ai appris seulement une chose qu'un prof m'a dit et que j'ai retenu, qui était intéressant. C'était le prof d'analyse filmique qui m'a dit, on analysait plein de films, et il a dit à toute la classe, quand on analyse un film, c'est pas parce que le réal ne l'a pas prévu que ce n'est pas vrai. Et je trouvais ça beau, dans le sens où ça veut dire que le film devient autre chose. Le film n'est pas l'œuvre d'un homme ou de plusieurs, d'un homme et d'une femme, homme avec un grand H, de plusieurs personnes. C'est à partir du moment où c'est dans les salles, c'est quelque chose d'unique et ça appartient au public. Enfin bref. À part ça, voilà. Merde. Malheureusement. Et du coup, après, t'as commencé à bosser avec le studio Bagel. Ouais, alors j'ai fait 1 an de Quick à Valence en tant qu'équipier, où j'ai gagné un peu d'argent. Je vivais chez mes parents, donc je payais pas de loyer. Et ensuite, j'ai fait ma série Relationship sur YouTube. Qui est une fiction. Qui est une fiction, je joue dedans. Et pour le coup, il y a un peu d'humour et un peu de drame en même temps, il y a un peu de tout. Mais c'est pas de l'humour. Ça m'a plu en fait de faire de l'humour sur ça. Je suis pas anti-humour, hein, j'adore l'humour. J'adore l'humour, moi. Non, mais c'est pas un truc qui me déplaît, c'est juste que j'aime bien quand il y a autre chose que de l'humour. Et du coup, il y a eu ça, et ensuite, je suis monté sur Paris un jour parce que je savais que c'était. En fait, je savais qu'à Paris, c'était là où. Si je voulais faire des films et si je voulais faire des courts-métrages, je savais que c'était là-bas. Et j'avais pas vraiment de connexion, à part ma copine qui m'a hébergé. Et alors ça s'est avéré vrai? De quoi? Qu'il fallait mieux être à Paris? Ouais. Ouais, après c'est mon expérience, donc je sais pas si c'est vrai dans un ensemble, mais c'est vrai que d'un coup, tout s'est enchaîné tellement vite. J'ai fait de la figure pour le bagel, dans le sketch La Soirée, donc réalisé par Ludoc avec Jérôme Niel et plein d'autres, tout le studio Bagel en fait. Et du coup, c'est Ludoc qui avait fait un post sur Facebook, Ludoc que vous avez interviewé d'ailleurs. Et il a fait un post sur Facebook et j'ai dit je suis dispo parce que je faisais rien du tout. En fait, j'ai essayé de faire des making-of à droite et à gauche, je faisais plein de trucs, mais je faisais rien. Et du coup, j'ai fait go et je l'ai rencontré, Ludoc, à ce moment-là, qui me connaissait vite fait de ce que je faisais sur YouTube. Et Jérôme aussi me connaissait rapidement de ce que je faisais sur YouTube. Et du coup, on a vite fait discuter. Et là, Ludoc vient me voir et me dit on cherche un stagiaire image, ça te dirait pas de faire ça? Je fais oui, c'est pendant 3 mois, un stage image. Du coup, il m'a présenté à Vanessa Bria. Et du coup, je pense en fait, vu qu'ils avaient vu ma chaîne YouTube, je pense qu'ils pensaient que j'avais fait une école ou un truc du genre. Ils pensaient que je m'y connaissais en technique, alors que pas du tout. Je n'y connais rien en technique et encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait ce stage, c'était hyper intense et c'était vraiment pour le coup, j'ai beaucoup plus appris que dans n'importe quelle école où je suis allé. Je suis pas allé en même temps dans beaucoup, mais j'ai appris comment fonctionne un 5D, des lights, techniquement ça m'a apporté beaucoup, et même dans l'organisation d'un tournage, tu vois, observer le tournage c'est hyper intéressant, tu apprends en fait tout sur le moment, et c'est là où tu t'apprends à connaître ce que chacun a besoin dans son poste et ce que chacun veut faire pour participer au projet. Tu vois, tu t'observes l'assistant réal, tu observes le réal, la chef déco, l'accessoiriste, enfin,
tout est là tout est là devant tes yeux et tu observes et tu es en plein dedans. Et du coup, ils m'ont emporté dans cette aventure pendant 3 mois. Et c'était un moment où le studio Bagel explosait au niveau. Enfin, c'est devenu une vraie multinationale presque. Enfin, tu vois, dans le genre où c'était un petit truc un peu presque entre amis, familial. Et d'un coup, c'est devenu énorme. Ouais. Et c'était un peu dans cet environ-là. Et du coup, ça a été très intense. Beaucoup de peur, beaucoup de chargeurs de batterie oubliés. Et pas mal de... Mais du coup, pas mal de leçons, quoi. Et comment tu faisais avant, alors, si tu dis que tu maîtrisais pas du tout la technique pour faire tes films? Tu t'entourais ou je m'entourais déjà. Tu te démerdais? À Lyon, j'avais une équipe parce que du coup, je faisais pas mal de trucs à Lyon aussi. J'avais toujours quelqu'un qui avait un appareil. Moi, j'avais pas de caméra. J'avais un petit truc nul pour mes podcasts, mais c'est même pas une caméra, quoi. C'est un caméscope étrange. Et du coup, j'avais toujours des amis. Ouais, j'avais un pote, un ingé son qui venait. J'avais des amis vidéastes aussi. Et parfois youtubeurs qui venaient m'aider. Enfin ouais, j'ai toujours eu des personnes qui étaient là pour faire ce que j'avais en tête, quoi. Pour t'aider. Ouais, pour m'aider. Ouais. Comment tu les motivais, ces personnes? Bah, ils étaient déjà motivés, elles étaient déjà motivées okay. Parce qu'elles aiment beaucoup faire Enfin, elles étaient tous passionnées par le cinéma. Et du coup, moi, je les aidais aussi parfois pour que je jouais dans leurs trucs. Enfin, voilà, c'était une sorte d'échange, quoi. Des collabs. Ouais, des collabs. Et donc, voilà, en gros, c'était comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et ensuite, donc, tu as commencé à faire... Donc, tu étais en stage image. Ouais. Et après, ils t'ont confié d'autres choses, peut-être? Après le stage image, il y a eu une période un peu creuse de quelques mois où genre ils m'ont appelé une fois en assistant cam, ils ont juste dit bon on va arrêter parce que c'était pas non plus ouf techniquement. Ouais. Et un jour il y a eu le making offer attitré du Bagel à l'époque, Tom Evrard d'ailleurs. Avec qui j'avais sympathisé pendant mon stage. On était devenus potes. Et c'était un peu lui qui m'avait montré, qui m'avait introduit à toute l'équipe. Et il était vachement présent au début de mon stage pour m'intégrer. Et du coup, un jour, il ne pouvait pas faire un making-of. C'était sur le dernier épisode d'une saison, dernier sketch. C'était sur... Ah mince, comment ça s'appelle ? L'alien de Poulpe, là, putain. Ok. Je sais pas si je tu vois vois. Pas. Enfin, je vois le sketch, mais je vois pas le rencontre de 3 types. D'accord. Et du coup, il m'a dit pourquoi pas que tu fasses le making-of. Je l'ai fait. Et au lieu de faire un making-of un peu blague avec les comédiens, j'ai voulu faire un truc où on apprend un peu chaque personne, ce que fait chaque personne sur le tournage. Du coup, ça durait genre 12 minutes et c'était beaucoup plus long que d'habitude. Mais du coup, ils ont bien aimé et surtout, les gens sur YouTube en fait étaient grave ouverts à l'esprit de passer 12 minutes et d'apprendre beaucoup plus comment fonctionne un tournage. Ouais. Et du coup, ils ont bien aimé et ils m'ont proposé de faire 1 an de making-of okay. Avec eux. Donc la saison qui s'est achevée là, donc, ils ont viré pas Tom. si longtemps. Ils ont viré Tom, il est au chômage depuis. Non, maintenant Tom c'est un réal, il réal okay. plein de trucs avec eux. Il est passé justement au level up. Enfin, pas que making of. Making of c'est un métier à part. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai fait ça pendant 1 an et pareil, là c'était encore plus de l'observation pour le coup. Là c'était super, quoi. C'était déjà, je me suis rapproché un peu de toute l'équipe du Bagel, ce qui était déjà trop cool parce qu'il y a plein de personnes superbes. Et ensuite, tu apprends vraiment tellement genre, sur le tournage, sur comment ça fonctionne, l'évolution du Bagel aussi. C'était de plus en plus de gros budgets. Du coup, tu n'apprends pas seulement à te servir d'un 5D, mais tu apprends à comprendre comment une vraie équipe entre web et télé fonctionne, quoi. Parce qu'ils avaient toujours ce côté
y a toujours ce côté familial dans le Bagel sur les tournages, mais ils ont le budget d'une équipe télé. Du coup, c'était trop bien, quoi. Il y a une super ambiance sur le plateau et c'est jamais hyper froid et genre tout le monde se connaît en fait. Tu viens sur un tournage, ben, la veille il y a une soirée, enfin tu vois, c'est vraiment bénéfique de travailler dans ces conditions. Et du coup, pour le coup, tu crées l'illusion que c'est comme ça sur tous les tournages, alors que pas du tout en fait. Et ça, je l'ai appris plus tard sur d'autres tournages, hein, où je me suis dit, ah en fait c'était bien le bagel. Mais bon. Pourquoi alors c'est quoi ces d'autres tournages? C'était plus froid, l'équipe plus... Non, bah c'était, je vais pas dire les noms, mais il y a eu j'ai fait un... Ah non, attends, je peux pas dire ça. C'est pas grave, on peut parler d'autre chose sinon. Ouais, non, mais c'est juste que c'est pas forcément que c'est plus froid, c'est que parfois, en fait, quand tu fais un truc avec le bagel, ben, il y a du coup ce côté vraiment ami et famille. Ouais. Et quand tu fais un gros projet avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'argent qui est mis en jeu, en fait, j'ai l'impression que plus tu as d'argent, plus c'est compliqué d'avoir une atmosphère très conviviale et genre, oh, bon, c'est pas grave, tu vois. C'est plus militaire. Ouais, il y a un côté beaucoup plus... tu déconnes pas parce que cette scène elle coûte tu vois, il y a un côté tout le monde a son poste et sort ouais, pas de c'est son ça. poste. Il y a un timing, il faut le régler, il faut le alors que même au bagel le timing était horrible, on devait remplir des journées, mais ça c'est normal, c'est les projets web télé, c'est toujours des rythmes de bâtard, mais bon, ça vous connaissez. Ok, donc making of, et après tu t'es mis à réaliser aussi des fictions et à écrire. Oui, en fait, dans toute cette période making of, moi j'avais rien fait à côté. Et du coup, bah, forcément, j'avais écrit des petits trucs, des petits courts-métrages. Oui, t'avais laissé ta chaîne de côté, tu publiais plus. Ouais. Puis de toute façon, T'as pas d'ambition particulière avec. Non, en chaîne fait, il y a eu un moment où je me suis dit, je suis plus youtubeur, quoi. Et parce que. Tu sais, il y a une époque où je faisais des conventions et tout ça. Et... Ah oui. Ouais, mais en fait, ça m'a vite désintéressé. Et moi, j'ai envie de faire des projets pour... Enfin, c'est super d'avoir un retour, en fait. Là, on part sur un autre sujet. Ouais, t'inquiète. Mais au niveau de YouTube, c'est trop bien d'avoir un retour sur ce que tu fais et d'avoir des critiques constructives. Mais je ne suis pas fan personnellement. Moi, je comprends que ça intéresse plein d'autres personnes parce qu'il y a plein d'avantages. Mais je ne suis pas un mec qui va chercher des j'aime ou j'ai pas envie ça m'apporte pas grand chose en fait d'avoir des 100 retweets sur un... Enfin 100 c'est rien aujourd'hui. Genre 1000 retweets sur un tweet ou d'avoir des likes ou d'avoir des pouces bleus. Et du coup, tout cet aspect en fait un peu star de médiatisation de la personne et non pas du travail, Du contenu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Je m'en fous en fait d'avoir des gens qui me disent des trucs personnels sur moi-même. J'ai envie que tu me dises des trucs sur ce que je fais. Et voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et on parlait de quoi juste du coup, oui. t'écrivais des scénarios et tu leur as présenté Ouais, en fait, vu que j'ai fait un peu la connaissance de tout le monde, tu savais à qui parler. Ouais, et puis ils savaient aussi, vu qu'on discutait, je leur avais dit que voilà, j'aimais bien écrire parfois et faire des petits trucs. Et du coup, ils étaient toujours open. Ils m'ont toujours dit, si tu as des idées, n'hésite pas. Et puis ils m'ont mis un peu sur la réal à la fin de la saison du Tour du Bagel. Donc c'était la première saison du Tour du Bagel. Ils m'ont confié quelques réals de sketch pour tester. Et ensuite, ils m'ont permis de les aborder avec des scénarios, mais pas la chaîne principale, les chaînes annexes, Studio Movie et Studio Gaming, qui sont... vu que Studio Bagel, en fait, c'était que le Tour du Bagel, et les chaînes annexes étaient beaucoup plus libres, vu qu'elles n'avaient pas de contrat avec une émission ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai proposé un petit scénar
à Studio Movie, qui s'appelle Histoire vraie, et qui a été réalisé ensuite par Louis Farge. Et ils m'ont pas confié la réal pour la première, c'est normal, je pense. Il faut gagner la confiance petit à petit, il faut montrer que tu peux réal. Mais du coup, j'étais sur le plateau avec lui et avec Louis, et en fait, on s'est très bien entendu, et je dirigeais les acteurs, tandis que lui, il était plus dans la technique. Et du coup, sur le tournage, le chef de projet, Mathieu Marot, a vu que j'étais à fond, et du coup, il m'a confié. Il, il s'est dit que c'était sûrement OK pour moi que je réalise. Et après, j'ai fait un court-métrage pour Studio Gaming. Du coup, c'était le premier que je réalisais, Up Life, qui s'appelait. Et là, c'était trop bien parce que c'était la première fois où c'était la première production avec du budget sur une idée que j'avais eue et un scénar que j'avais. Où tu as réalisé du coup. Et j'ai réalisé, et il y avait Jérôme Niel et Adrien Méniel en acteurs principaux, et c'était trop bien, ça s'est trop bien passé, j'étais trop content. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, mais même avec Histoire vraie, surtout avec Histoire vraie, en fait, c'est qu'ils avaient accepté un scénario avec aucune blague. Et c'était alors qu'il y avait toujours eu des vannes. Oui, c'était plus dans l'humour, quand même. Ouais, voilà. Et du coup, là, c'était un truc très, très sombre et un peu dramatique. Et du coup, ils ont quand même accepté. Et ça, c'était trop bien. Enfin, j'ai trouvé ça super d'avoir cet esprit ouvert. Et c'était pareil pour Up Life. Donc c'est toi qui as donné un virage dans la ligne éditoriale de je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça les a aidés. Je pense que surtout Mathieu, qui du coup avec qui j'ai fait le plus de projets, a toujours eu cette envie de faire plusieurs choses et pas se limiter à un genre. Et je pense qu'en fait le fait que ça a bien marché sur Internet l'a confirmé et lui a dit ok, c'est safe. Maintenant aujourd'hui on peut faire du contenu. Pour ça aussi, ouais. Ouais, le contenu sera partagé, le contenu sera... Et non, c'était cool. Sur Up Life, il y a eu énormément de commentaires de personnes qui ont dit qu'ils avaient bien aimé parce que ça changeait. Et je pense aussi que c'est ça qui a fait qu'il y avait beaucoup de commentaires, c'était que ça changeait, quoi. C'était pas forcément que le truc était ouf, c'était que tiens, c'est pas que humoristique. Ça change, ouais. Et du coup, pour écrire, t'écris tout seul? Pour ces deux projets, tu les as écrits tout seul? Ces deux projets, ouais. Ensuite, il y avait d'autres petits courts-métrages. Il y avait un court-métrage d'horreur aussi. C'est seul aussi. En fait, j'ai beaucoup de mal à écrire à plus qu'à deux. Okay. Il y a certains... Calls, la série, bon, on en parlera peut-être après. Mais, ouais. Enfin, il y a certains projets voilà, que j'ai partagés. Mais à plus de deux, j'ai beaucoup de mal parce que à partir de 3, il y a un groupe qui se forme et j'ai du mal à m'imposer dans les discussions. Okay. Tu vois, il y a toujours tout le monde participe et du coup, je suis plus... genre, j'admire plus la personne qui pose son idée et qui dit « Ah ouais, c'est vachement bien ». Et du coup, même si j'ai des idées, je me dis « Ouais, mais c'est pas forcément... » Enfin, tu vois, peut-être que ça les intéresse pas ou peut-être que c'est pas dans l'idée du truc. Après, des fois, Enfin, parce que j'ai testé 2-3 fois, mais ça marche. Pour proposer un scénar, quand même, il faut que tu sois sûr de toi. Il y a toujours une crainte, forcément, que ça plaise pas, mais il y a un moment où il faut dire, bon, allez, je me lance, je lui propose. Ouais, après, je le fais lire à 2-3 personnes pour qu'ils me disent leur avis. Mais à partir du moment où c'est envoyé, enfin, ça dépend des retours, quoi. Il y a parfois des personnes qui me disent qu'il faut faire des retours, parfois non. La plupart du temps, oui. Et tu as eu l'impression d'apprendre l'écriture de scénario par toi-même? Comment tu as appris? Comment ça s'est déclenché? Comment tu as compris? Je pense pas que... Ouais, en fait, si tu as envie d'écrire des histoires... En fait, non, mais c'est juste, tu as envie d'écrire des histoires, tu t'écris et techniquement, j'avais, je crois, regardé 2-3 tutos, tu vois. J'utilise un logiciel et techniquement... C'est quoi le logiciel que tu utilises? Celtics. Ok. Qui est gratuit d'ailleurs, celui-là, non? Ouais. C'est ça. Mais je crois qu'il y a une version payante aujourd'hui, je sais plus. Okay. Je crois que je garde la version gratuite jusqu'à nouvel ordre. Mais qui fonctionne facilement. En fait, ça te met
ça te Oui, met ça te tout formate seul bien le les texte. trucs et tu mets le personnage, le dialogue, enfin. Mais après, l'écriture, c'est t'écris une histoire, quoi. Tu t'écris des dialogues et faut pas se. Mais tu t'es créé des règles un peu, des trucs à toi, des trucs que tu sais qui marchent bien. Tu veux dire en tant que vraiment dans l'histoire? Ouais, dans l'histoire. Il y a des Euh, techniques. Ou Ouais, mais bah, j'avais lu un livre là, mais que j'ai pas lu en entier. En fait, toute la théorie, t'aimes pas. j'ai du mal. Mm. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime beaucoup au début. Ensuite, je me dis, j'ai envie de faire. Faire moi-même, Ouais, ouais. qu'on me dise pas quoi faire. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des. C'était un livre en fait qui expliquait. Il y a 4 dans le. Save the cat. Voilà, exactement. Ah oui, Et- t'avais lu que celui-là. Ou t'as commencé à lire que celui-là. J'ai commencé à lire que celui-là. Et il expliquait comment faire un scénar qui fonctionne Oui. et qui va fonctionner Et dans qui les va être salles. vendu et que. Ouais, voilà. Et je trouvais ça, enfin, je trouve ça trop bien. C'est fascinant la façon dont ils expliquent que tous les gros films en fait ont la même structure, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouvais ça vraiment cool. Et au bout d'un moment, j'ai eu ma réflexion et je me suis dit, mais attends, est-ce que je fais un film pour qu'il fonctionne ou est-ce que je fais un film pour qu'il me plaise artistiquement? Et genre, je regardais des films, des fois, en fait, les films qui me plaisaient le plus, ils n'avaient pas du tout cette structure, quoi. Et, euh, et du coup, non, quand j'écris, bah, j'écris rarement au-dessus de 10 minutes. Du coup, ça me frustre parce que j'ai envie de faire plus de choses. C'est-à-dire, c'est Mais toi qui te limite dans la durée ou c'est non, imposé par c'est le juste que format je web? sais que plus ça sera long, plus ça sera difficile à mettre en place. Ah oui, Et, à faire. à partir du moment où j'ai été produit par Bagel, je savais qu'on pouvait pas faire des Oui, trucs de dépasser plus un de... tel budget. Ouais, voilà. Et du coup, je me limitais à ce niveau-là. Ouais. Mais sinon, ce que j'aime faire, c'est d'abord avoir une idée je pense, de concept. Euh, Qu'est-ce qui va se passer et dans quel univers on est. Et, euh, et genre, ou une idée de chute, ou une idée de, tu sais, un truc qui accroche et qui va faire que je sais qu'à un moment donné, soit c'est à la fin, soit au début, mais je vais le foutre et ça va être peut-être le truc Ton qui nœud, m'intéresse. ouais. Et, euh, et après, je pense au... C'est plus difficile de penser aux personnages dans un format court parce que tu as moins de temps pour les développer. Et souvent, si tu as un truc à concept, euh, tu... Genre Up Life, ben, pour moi, c'est le truc qui me frustre un peu, c'est que j'ai expliqué un concept, mais ça finit en fait là où on commence à apprendre le personnage. Et du coup, c'était frustrant parce que j'aime... Enfin, pour moi, ce qui compte avant tout dans une histoire, c'est les persos. Et dans les films et dans les séries, si les persos n'ont pas quelque chose de particulier, j'accroche pas trop. Et, euh, et du coup, pour moi, ouais, c'est d'abord le concept, ensuite le perso, si je peux le développer, si c'est plus long que 5 6 minutes, et à quel point je peux le développer en 10 15 minutes. Et, euh, et du coup j'ai des idées de long avec des personnages complexes et poussés, mais des courts, c'est très difficile, je trouve, à vraiment rendre un personnage très profond et à le connaître dans ses profondeurs. Et j'admire beaucoup ceux qui y arrivent, du coup. Je sais pas comment ils font. En si peu de temps. Ouais, à donner quelque chose où tu te dis, Une vraie ok, j'ai profondeur au compris personnage et tout, ouais. le perso, et après c'est dans le jeu aussi, dans le jeu du comédien, où il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'il y a sur la page, quoi. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Et en termes de réalisation, il y a clairement des. Même si tu apparemment maîtrises pas tant que ça la technique, Ouais. tu fais quand même des vrais choix de réal dans tes films. Tu te permets de faire des plans quasi séquences. T'es pas dans des découpages tradis, télé, champ contre champ. Oui, ouais. Alors pour moi, ça, c'est pas de la technique, c'est plus du choix. Choix de réal, ouais. Ouais, tu vois, de vouloir savoir comment tu veux raconter ton histoire. Et Et c'est ça, pareil. qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui te guide quand tu fais ces choix-là? Ce qui me guide, c'est un peu la même chose, c'est les personnages. C'est pour moi, pour apprendre
et connaître un personnage, surtout en si peu de temps, il faut des plans plus longs, il faut des plans où c'est posé sur eux, où tu les vois vivre sans avoir des champs contre champs de partout. Et c'est ce que je trouvais frustrant avec, avec ce qu'il y a dans le web, dans les formats du bagel, de moustache. Mais c'est normal parce qu'ils se concentrent sur les vannes et sur. Du coup, ça peut pas fonctionner si tu fais un plan hyper long. Mais c'est que parfois je voyais des. Et puis pas seulement au bagel, dans plein d'autres trucs. Parfois je vois des performances d'acteurs et je vois le montage et tout est cuté hyper vite. Et je dis putain, c'est dommage. On avait, enfin, sur le tournage, il y avait vraiment. Ouais, il y avait quelque chose de vraiment intéressant et du coup on le retrouve pas dans le montage parce que y a un champ contre champ, parce que il y a une sorte d'obligation dans le format télé justement de si quelqu'un parle, faut forcément être sur lui, tu vois. Et alors que moi j'aime bien le laisser hors champ. Ouais, le laisser hors champ. Il y a un choix, quoi. Un de mes réals préférés, Paul Thomas Anderson, qui fait beaucoup ça, qui parfois, dans une scène entière, c'est un dialogue entre deux personnes pendant 5 minutes. Il fait juste un plan sur un des persos, et alors que l'autre parle autant, et on ne voit jamais l'autre. Et je me dis, putain, l'acteur, il est venu, on le voit pas, quoi. Mais en fait, c'est trop bien, parce que, enfin, je sais pas, ça donne un truc où, du coup, tu analyses toute la personne, et c'est pas seulement du jeu quand il parle, c'est du jeu hors dialogue, et tout se joue dans les regards, Enfin, je trouve ça hyper intéressant et du coup, ouais, j'aime bien les plans longs et les plans esthétiques et parfois un peu symboliques. Après, j'essaye avec, mais il y en a pas souvent, quoi, parce que bah, il faut aussi l'idée et j'en ai pas, j'ai pas beaucoup d'idées. Tu t'es senti coincé des fois justement par le manque de temps et le fait de sécuriser au max ton tournage et du coup de quand même faire un champ contre champ parce que tu dis merde, et si ça marche pas au tournage, au montage, ce que j'ai fait. Ouais, bah il y a beaucoup. En fait, il y a souvent. C'est des prises de risque, ces choix de réal des fois sur le tournage ou pas, ou tu les vois pas comme ça au contraire? Si, c'est des prises de risque parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis retrouvé avec en me disant c'était plutôt le contraire, c'était sur le tournage, je me disais non, on n'aura pas besoin de ce plan, et au montage je me dis il manque il manque un plan et du coup je l'ai pas parce que j'ai fait mon têtu et que t'as pas le recul en fait sur le moment, sur le tournage, tu dois t'occuper de plein de choses, de plein de questions. Et c'est pour ça que pour moi la préparation c'est beaucoup plus important que le tournage. Toutes tes idées artistiques, tu vas les avoir à la préparation. Sur le tournage, tu n'as pas le temps d'avoir tes idées artistiques. Ou alors, il faut vraiment être dans un confort que pour l'instant, je n'ai pas expérimenté. Il faut avoir le temps, il faut pouvoir discuter avec les artistes qui sont autour de toi. Et ça, je ne l'ai pas eu. Du coup, il faut avoir ce que tu as dans ta tête. Faut absolument le noter. Et quand tu fais ton découpage technique, t'écris toutes tes idées parce que sur le tournage tu vas l'oublier, quoi. Et c'est arrivé pas mal de fois, ouais, où je me dis et parfois dans le découpage technique tu te dis ça va marcher comme ça, et sur le tournage tu te dis bah non en fait. Donc en fait il faut tout le temps s'adapter à ce que tu as prévu et ce que tu prévois pas, et faire des choix rapidement. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, avec comment faire genre tout ce qui est si quelqu'un te dit oui mais ce plan marche pas, il faut pas être têtu et te dire que non mais c'est ta façon de c'est ta vision et c'est tant pis pour les autres. Il faut écouter les autres et il faut leur faire confiance et voir soit un compromis, soit faire les deux, tu vois. Si tu as le temps, tu fais les deux plans que tu veux et tu verras au montage. Et souvent au montage tu te rends compte qu'il avait raison, tu vois. Merde. Mais non, mais c'est très bien. Pour moi, il faudrait que ce soit l'inverse, mais si tu veux pas perdre de temps à devoir faire toujours des sécu. Ouais. Mais après, c'est cool de s'assurer aussi. Ouais, et puis d'écouter les autres sûr. Enfin, un film, un court-métrage, c'est pas ton court-métrage, quoi. C'est tout le monde qui participe, et c'est ça qui est trop bien, c'est que ça fait un truc au final que il y a très peu de chances pour que ça soit exactement ce que tu imagines, mais en fait, c'est pas pour ça que c'est pas mieux, quoi. Parce que du coup, tout le monde y a participé. Ajouter sa petite touche et tout, ouais, c'est vachement bien, ça. Et donc, tu as fait plusieurs autres réals après pour le bagel, et dont
ton court-métrage audio, c'était sur quoi? Sur ta chaîne ou c'était... Ça, c'était sur ma chaîne. Ouais. C'était pas du tout avec le bagel. C'était justement un truc que je faisais à côté pendant, je crois, genre pendant 6 mois avec Norman Tonnelier qui a fait le court-métrage avec moi. En fait, dès qu'on avait un peu de temps libre, on bossait dessus. Moi, j'avais écrit le scénar et j'avais cette idée de trucs sans images, mais je savais très bien que c'était très expérimental et personne voulait l'acheter. Et c'est même pas personne voulait l'acheter, je savais très bien que personne allait vouloir l'acheter. Et tant mieux parce que je voulais faire mon propre truc et prendre le temps de le faire. Et du coup, j'ai fait ça. Dès qu'on avait un peu de temps libre, on bossait dessus. Le casting, ça a été fait par mail. Il y a des acteurs, on connaît même pas leur visage. Et du coup, tout était fait en fait avec leur téléphone. Jamais personne n'est venu dans le studio. Oui. Enfin, on n'avait pas de studio d'ailleurs. On a fait ça chez Norman. Et du coup, ils venaient pas, ils envoyaient leurs fichiers et je faisais les retours par mail. Ah oui, et du coup... c'était comme ça. Ouais, c'était... Il y avait des personnes que je connaissais pas du tout et il y avait Nicolas Bernot que je connais pour le coup, Juliette Lambollet, et je crois que les autres acteurs je les connaissais pas. Et je jouais dedans, mais alors c'était la dernière fois que je jouais dedans, mais je jouais dedans parce que il y avait tellement de modifs tout le temps au niveau du rythme que c'était trop galère de demander à un autre comédien et de renvoyer 40 000 mails et de dire tu peux faire ça un peu plus comme ça. Donc je l'ai fait. Je savais très bien que ça allait pas être vu de ouf. Et en fait, on l'a sorti et ça a été vu de ouf. Et du coup, c'était une grosse surprise de voir autant de partage sur un truc sans image, sur un truc très, très expérimental. Je pense le fait qu'il y a... Le côté qui a plu, c'est le côté un peu horreur, je pense, parce que, et théorie, parce que tout est... C'est ce que je voulais, c'était que les gens se fassent leur propre mise en scène et du coup, ne jamais dire ce qui se passe autour des gens, vraiment, autour des personnages. Et du coup, tout était suggéré. Et du coup, ça a permis il y a eu 5000 commentaires de personnes qui théorisent sur le truc. Et ça a vachement permis au développement des vues et tout ça. Et ensuite, il y a eu des partages de youtubeurs qui avait une grande influence, qui a aidé vachement. Il y a Mixem qui a fait une vidéo dessus 2 mois après, ça a fait 100 000 vues de plus. Du coup, il y avait cet engouement inattendu et aussi dans le milieu un peu plus pro, des personnes qui trouvaient ça cool. Alors que vraiment, enfin, c'est une fiction audio, finalement. Ça existe depuis longtemps. Mais je sais pas pourquoi, les gens se sont dit, c'est ouf. Et ouais, il y a eu ça, ça s'est passé. Et du coup, après, Canal+ s'est intéressé. Enfin, Bagel, du coup, l'équipe de Bagel s'est dit, putain, on peut en faire un truc. Ouais, c'est ça. Ils sont venus, c'est Lorenzo Benedetti qui est venu vers moi et qui m'a dit, viens, on essaye d'en faire une série. J'ai fait, ok, c'est bizarre, mais vas-y, on fait une série. Et c'est pas tout de suite où il a pensé à Canal. Il a pensé à une autre plateforme avant. Et ensuite, il s'est dit, pourquoi pas Canal, en fait. Et donc, c'était là où c'est devenu vraiment un ovni pour le coup, parce que c'est là où on s'est dit, mais c'est quand même chelou, il n'y a pas d'image et ça va être sur Canal, quoi. Et donc, quand tu dis sur Canal, à la télévision à l'antenne, ouais. À l'antenne, ouais. À l'antenne. Alors, on sait pas encore si ça sera sur Canal ou Canal+, une chaîne à côté exactement. Mais bon, en tout cas, c'est produit par Canal. Et du coup, oui, c'était... il est venu vers moi avec cette idée. J'ai développé des idées de pitch. J'ai écrit la série avec 2 autres personnes, mais à chaque fois à 2, pas à 3, jamais à 3, mais tout le temps à 2. Avec Norman, quelques épisodes lui qui avait fait le premier avec moi, et avec Clémence Setti, quelqu'un qui m'a aidé sur toute la série. Et donc du coup, c'est 10 épisodes 10 épisodes d'environ 10-13 minutes, sans images, mais avec tout de même
de l'image parce que bon, Canal était chaud, mais faut pas se foutre. Voilà, faut pas que les gens se disent il y a un bug. Ouais. Donc il y aura un visuel qu'Olivier Degrave a imaginé, le directeur artistique de Canal, Okay. très abstrait, qui ne perturbera jamais l'audio, c'est-à-dire tu peux fermer les yeux et ça marche. Mais cependant, il y aura aussi des sous-titres et le nom des personnages qui s'allument quand ils... Ouais, en fait, la même interface que j'avais fait, mais chaque épisode aura son design, quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, ils ont tourné des petits trucs très abstraits, très étranges, des petites lumières par-ci par-là, en fait, pour un peu habiller le tout, mais qui jamais ne distrait, mais qui donne plutôt un supplément d'âme au projet et qui, pour le coup, moi, je m'occupe vraiment pas du visuel, c'est eux qui le font. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment cool. Ouais. C'est étrange, quoi. Ça va bien dans l'univers de la série. Et du coup, en combien de temps tu as dû écrire tout ça? Tu avais des deadlines un peu ou Ouais, il y avait une deadline, mais ça a été. J'ai commencé en décembre 2016 et je crois que j'ai fini... Enfin, on a fini en mars ou quelque chose comme ça, en mars-avril. 4 mois environ. Ouais, pour écrire les 10. Et j'avais déjà eu quelques idées avant, du coup, en fait, il fallait juste développer les pitchs. La facilité et un peu la difficulté aussi, c'était que chaque épisode est unique et indépendant, pardon. Et chaque épisode peut se regarder sans... C'est pas... En fait, il y a une histoire globale. Ouais. Il y a, tout est relié à l'épisode principal qui est déjà sorti sur YouTube. Donc tout est relié à cette sorte de fin du monde. Donc l'épisode principal est sur YouTube, sur ta chaîne? Ouais, sur ma chaîne. Donc c'est un peu une suite alors du coup? Ou ouais, en fait, tout est relié. C'est une sorte d'histoire parallèle. On revient dans le futur, dans le passé, Bon, c'est la fin du monde, donc le futur, il n'y en a pas beaucoup, mais en gros, tout est lié plus ou moins à cet apocalypse qu'on voit, et parfois de façon très anecdotique, et parfois de façon plus obvious, quoi. Et du coup, mais chaque épisode, tu peux le regarder, on l'a écrit pour que ça soit une expérience en soi, et que ouais... Mais du coup, ça nous a pas permis de développer beaucoup de personnages, vu qu'en 10 minutes, il faut qu'il y ait toute une histoire qui se déroule. Il faut que ça soit faut que ça fasse un peu peur, faut que ça fasse... On est toujours dans la même ambiance, en fait, même si Canal m'a vachement autorisé à aller dans des sujets beaucoup plus perchés, en quelque sorte, et qui fait que la série n'est pas seulement... effrayante, mais voilà, il y a quelques sujets qui sont abordés que je pensais pas du tout que Canal me laisserait tranquille. En fait, ils étaient super ouverts et c'était trop bien à ce niveau-là. Genre on a beaucoup d'a priori sur la télé, que ça te contrôle. Alors je sais pas pour les autres, mais en tout cas mon expérience avec Canal, là c'était cool. Et aussi peut-être que le fait que ça soit du 10 minutes et qu'il n'y ait pas d'image, donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'image, s'il y a un truc qui se passe dans l'espace, t'as pas à le tourner dans l'espace. Ouais, je pense que ça aide vachement. Mais en tout cas, artistiquement, ils étaient assez ouverts. Et du coup, tu as dû tout écrire pour vendre vraiment le projet, ou ça a pu être vendu à la chaîne je veux dire, vendu l'idée à la chaîne juste avec le pilote? L'idée était déjà vendue avec... juste le pilote? Ouais, avec le pilote. En fait, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est pour ça. Enfin, il y en a beaucoup qui galèrent à atteindre les boîtes de prod et avec leurs projets. Et pour le coup, là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que Lorenzo vienne vers moi, qui connaisse bien Canal, vu que Bagel c'est à Canal, et que tout soit fait assez facilement, et que je rencontre rapidement les personnes qu'il faut. Et donc, en fait, c'est en proposant les pitchs. D'abord, j'ai dû trouver 10 pitchs, et là, à ce moment-là, c'était pas forcément vendu. Et c'est en donnant les 10 pitchs qu'ils ont confirmé le truc. Et donc ouais, et ensuite ça s'est fait assez tranquillement. Ok. Ouais. Et juste point de vue un peu, comment dire, statut et tout, toi depuis que tu es au Bagel et tout, tu es payé en tant qu'intermittent, comment ça se passe?
Est-ce que tu arrives à vivre en gros de tout ce que tu fais Ouais. financièrement? C'est de l'intermittence. C'est pas un CDI ou quoi que ce soit. C'est de l'intermittence. Donc j'ai été payé pour toute l'écriture de cause. Là, pour les tournages, j'ai aussi un contrat d'exclusivité à Canal, à Beagle. C'est-à-dire pendant un certain temps, pendant le temps qu'ils m'ont donné le contrat, je vais pas aller réaliser ailleurs. Ouais, je vais pas aller réaliser ailleurs, réaliser ou écrire ailleurs. Ça, je sais pas si je dois le dire. Tu fais partie de leur talent. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça où ils donnent ça à certaines personnes pour pas que tu aies Golden Moustache. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas s'il faut le dire, ça. Peut-être bon, je pense qu'ils ont tous des. Oui, je sais pas. Trucs du coup, il y a ça aussi qui me permet d'avoir un petit peu de tous les mois. Et il y a Pôle emploi qui m'aide parce que j'avais fait pas mal d'heures avec les making-of et en fait, je m'étais jamais inscrit au Pôle emploi. Du coup, genre, il y a eu tout qui est tombé d'un coup. Donc voilà. Merde. À ce niveau-là, ça va. Ok. Donc, est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner du coup à des jeunes qui veulent se lancer dans la réal, dans la fiction, que ce soit sur YouTube ou ailleurs? En fait, c'est difficile de donner des conseils quand genre on t'a un peu tout desservi comme ça. T'as eu l'impression de ça? T'as quand même bossé, t'as écrit, t'as réalisé. Ouais, en fait, j'ai fait des choses j'ai fait des choses et après. T'as fait ta chaîne YouTube. Ouais, mais il y en a beaucoup qui font des trucs quoi, et qui sont pas contactés comme ça. Mais après, oui, moi, artistiquement, je peux essayer de donner ma vision de certaines choses. Déjà, pour moi, il faut toujours suivre son instinct. C'est con, mais il y a pas mal de fois où tu te retrouves devant une situation et tu dois... Enfin, suis ton instinct, quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et si on te propose quelque chose et qu'au fond de toi, tu te dis « Ah, je suis pas sûr de vouloir le faire », c'est préférable de suivre ton instinct. Après, ça dépend aussi de ta situation, de plein de choses, en fait. Ça dépend de ta situation financière, ça dépend de plein de choses comme ça. Mais là, je te parle si tu es déjà... si on te propose des projets, etc. Voilà, si tu es déjà un peu dans le truc. Sinon, si tu t'écris juste des projets et le truc de base, fais des choses, écris, réalise. On s'en fout de... Enfin, moi, je m'en fous de la technique. Tu prends ta caméra, tu as une caméra, tu as ton smartphone, tu fais des choses, on s'en fout. Tu le postes ou tu le postes pas sur YouTube, c'est pas grave. Fais des choses, tu apprendras avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Choisis aussi... attends, parce que j'avais réfléchi à pas mal de trucs. Entoure-toi. Ouais, entoure-toi, ouais. Parce que toi, finalement, avec ton... Ouais. Tu dis que tu maîtrisais pas forcément la technique, mais c'était pas un problème parce que tu avais des potes qui avaient du matos. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, si t'es pas à l'aise avec la technique, c'est pas grave. Si t'es... et puis n'importe quel... Il n'y a pas de règle pour être réal, pour être écrivain, pour être artiste. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est une courte focale, une longue focale, c'est pas grave. Tu t'entoures, tu vas chercher des personnes, et même si tu n'as personne, tu le fais toi-même. Maintenant, on peut tellement faire des trucs avec rien. Avec ton téléphone, tu peux faire v'là les choses. Donc, créer même des sans films. Image, même juste avec un micro. Juste avec un micro, tu peux faire des trucs. Y a plein de festivals qui acceptent des projets très courts de 3 minutes et qui te donnent l'opportunité d'avoir peut-être une visibilité, même si tu fais ça avec ton téléphone, mais il y a même des festivals qui sont spéciaux, mobiles et tout ça. Ne suis pas forcément... c'est pas grave si... En fait, il y a une époque où je regardais beaucoup de making-of, enfin je suis fan de making-of en général, et je regardais beaucoup d'interviews, de making-of, de choses, et j'essayais de capter chez les personnes que j'admirais comment ils faisaient, et leur attitude sur le plateau, genre comment ils parlent aux acteurs, et pour un peu, tu sais, genre faire pareil qu'eux, tu vois, parce que je me dis, ils sont talentueux, donc c'est pareil.
En Faut fait, les imiter, quoi. ouais, en fait, on s'en fout. Tu fais ton truc à ta façon. Si t'es un gars qui sait, ou une meuf qui sait pas trop parler aux acteurs, bah, tu fais à ta façon. Si tu connais rien à la technique et que tu as un mec qui a une caméra, explique-le avec tes mots. Enfin, il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Et un truc important aussi, écoute et n'écoute pas la critique. En même temps, il y a beaucoup de... Enfin, moi, quand j'ai des critiques qui font des trucs constructifs, je trouve ça... il y a un côté cool, parce que tu sais ce qui va pas, et en même temps, il y a un côté où la critique, c'est subjectif. Et tout le monde est critiqué. Et du coup, ça me rassure en quelque sorte quand je vois des personnes que j'admire énormément et je vois des critiques et je me dis, putain, enfin, toi, je regarde des films, je sais pas, moi j'aime beaucoup Xavier Dolan et je vois des critiques, bon, bah, ils détestent et ils disent c'est le pire truc, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et il y a aussi, il y a Mister Nobody qui a été défoncé par la critique française et que je trouve très très intéressant. Enfin, il y a plein d'œuvres et d'artistes comme ça qui se font critiquer. Et donc, il faut pas s'arrêter à ça parce que sinon, c'est mort, quoi. Enfin, tu vas vite abandonner si tu t'attardes trop aux choses négatives. Attarde-toi sur les positives et essaye de t'améliorer à chaque fois en voyant toi-même tes erreurs et en prenant en compte les critiques qui sont vraiment constructives et pas méchantes. Et même quand tu t'amélioreras, il y aura toujours des personnes qui vont te critiquer. Donc t'arrêtes pas à ça, c'est pas grave. Ça fait évoluer les critiques. En fait, c'est très bien si tu prends des critiques négatives et que tu as la maturité pour voir ce qui te dit et vraiment pourquoi ça lui a pas plu. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... si toi, les points qui lui ont pas plu, ça t'a plu de ouf, ne change pas pour plaire au public. Change ce que tu penses être améliorable au fond de toi, mais si c'est des choix artistiques, en fait c'est ça, il y a des fois c'est des points de vue, c'est des partis pris, donc je vois pas comment on peut critiquer un parti pris en fait. Tu peux ne pas l'aimer et le dire, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas dire faut pas faire ça, tu vois. Si, il faut faire ça, c'est de l'art, tu fais ce que tu veux, c'est ça la beauté de l'art, il n'y a pas de règles. Et ouais, en gros c'est ça, et puis et puis n'écoute pas les conseils que je viens de dire. Genre, Crée-toi tes propres conseils. C'est ça. Suis ta propre... Tu fais ce que tu veux, quoi. Essaie pas d'imiter un chemin déjà tout fait. Et après, surtout moi, je vais faire tout quoi. comme Timothée Hochet parce qu'il a un parcours trop bien. Non, mais c'est... ce parcours-là, c'est beaucoup de... Faut faire, c'est un peu de chance et c'est un peu de culot et c'est un peu en même temps c'est ça, faut créer les situations où tu peux avoir de la chance, même si il faut du culot, quoi. Mais pas trop non plus. Des fois, trop de culot, c'est relou. Genre, ça peut être mauvais pour toi si tu t'incrustes trop au truc et tu dis, tu vas trop au culot et tu te dis, genre, t'harcèles quelqu'un pour être sur ses tournages et tout ça. Faut savoir faire la part des choses et faut savoir trouver un juste milieu. Mais ouais, tu y arriveras si tu es passionné, si tu te donnes à fond, à un moment donné, tu y arriveras, quoi. Et tu pourras faire des choses qui te plaisent. Ça sera, faut être patient aussi, faut savoir attendre l'opportunité, le moment, il faut savoir qui contacter aussi. Renseigne-toi, il y a plein de... Sur Internet, tu cherches les noms d'agents, les noms de personnes qui s'occupent de telle prod. À une époque, j'envoyais plein de mails à tous les réals de longs métrages pour faire des making-of. Fais des making-of d'ailleurs, c'est vachement bien les making-of. T'as eu des réponses? J'ai eu une réponse de l'assistante de Jean-Pierre Jeunet qui m'a dit on a déjà quelqu'un. Ok. Ouais, tu vois, j'ai essayé. Par contre, toutes les autres personnes n'ont pas répondu. Et peut-être dernière question, c'est quoi ta vision un peu de pas l'avenir du cinéma, mais plus de l'avenir de la vidéo sur Internet, du web, de toutes ces plateformes qui grandissent et de toutes les nouvelles qui naissent? Donc du web? Ouais, et de toi, du web et de toi, des formats qui t'intéressent, enfin je sais pas, quelle vision t'as
Parce que tout est tellement en train de changer et ça tout. change de ouf. Le web, et notamment YouTube, j'ai de plus en plus de mal à imaginer quelque chose de très positif pour Sur le long terme. Ouais, sur le long terme pour YouTube, parce que en termes de vraiment de plateforme vivable et de plateforme artistique, Ouais. parce que je me rappelle d'il y a genre 4-5 ans où tous les créateurs, et dont moi, sur YouTube, disaient ouais, la télé va jamais prendre le dessus, Internet c'est libre. En fait, tu regardes YouTube, c'est la télé, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, ils mettent en avant les contenus très télé, très divertissement, et c'est cool aussi. Il y a des trucs vachement bien. Mais en fait, il y a des trucs aussi vachement bien à la télé. Donc tu regardes Arte, c'est cool. Du coup, c'est devenu un peu cette nouvelle télé YouTube qui devient bizarrement de moins en moins vivable pour ceux qui sont vraiment indépendants, parce qu'il y a ce truc de monétisation là où apparemment c'est la galère de ouf. C'est très difficile maintenant de se faire un nom, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui... Enfin, maintenant, j'ai l'impression d'avoir 100 000 abonnés, c'est la base, quoi. C'est genre le truc, t'as 1000 abonnés, c'est incroyable, quoi. T'as 100 000 abonnés, c'est genre, t'es petit, quoi. Et aujourd'hui, il y en a énormément, et ça devient de plus en plus difficile de trouver son ton et sa place sur un univers qui met en avant le contenu un peu plus divertissant et très télé. Et du coup, et en plus, les revenus sont de plus en plus bas. Donc YouTube, je sais pas. J'ai du mal à imaginer quelque chose de très très positif. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vraiment aller dans la télé, qui sont déjà en fait, mais qui vont de plus en plus. Et il y en a certains qui vont réussir à aller au cinéma et à proposer. En fait, j'aime beaucoup YouTube pour le côté plateforme où tu mets des courts-métrages et tu as des retours. Mais je l'aime moins pour ce côté star et ce côté... ouais, c'est les nouvelles stars, quoi. C'est la nouvelle télé, la chose la plus vue en termes de divertissement maintenant. Et après, sur le web, ben, je connais pas trop ce qui se passe au niveau plateforme qui émerge. Je connais pas trop. Je pense que moi, personnellement, ce que j'ai envie, c'est continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, donc des petits courts-métrages, et donc produits par Bagel s'ils le veulent bien, et faire des séries si j'ai l'occasion. Mais comme je t'ai dit, j'ai de plus en plus de mal avec les séries. Et déjà, je trouve ça très difficile d'écrire une série avec Coles, c'était facile en quelque sorte parce que chaque histoire donc est indépendante. Mais j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui écrivent des longues séries et qui tiennent hyper longtemps, même des 26 minutes. C'est plus long qu'un film au final si tu as 10 épisodes de 26. Et du coup, de tenir sur la longueur des péripéties et des trucs qui font tenir le spectateur, c'est un challenge que moi je suis pas prêt. Mais tu vois, je trouve ça presque plus facile d'écrire un long métrage en termes de structure aujourd'hui que d'écrire une série. Genre Game of Thrones, tu regardes, le truc, c'est 40 000 longs métrages à l'affilée, c'est incroyable. Il y en a plein comme ça. Et du coup, ouais, j'ai vachement envie d'écrire un... Enfin là, je suis en train d'écrire plusieurs trucs, dont un long. Donc voilà, on verra, mais ça m'intéresse beaucoup. Et toi, en tant que spectateur, du coup, tu regardes quoi? Je regarde... Sur le web, ou est-ce qu'il y a des plateformes genre Netflix ou des choses comme ça que tu regardes? J'ai Netflix, je regarde quand il y a des... Je suis pas en mode je regarde le catalogue et je vais piocher quelque chose. C'est vraiment quand il y a des séries qui m'intéressent. Tu vas. De quoi? Non, tu vas. Ah ouais. J'y vais souvent pour voir ce qui sort. Parfois j'ai des bonnes surprises. Parfois il y a des trucs qui m'intéressent moins. Mais c'est ça qui est cool avec Netflix, c'est que c'est une sorte de grand portail où il y a un peu des goûts pour tout le monde. Et sinon, je vais au cinéma dès que je peux, voir les films qui m'intéressent. Sur YouTube, je regarde deux, trois youtubeurs qui m'intéressent encore.
Enfin, il y a même pas mal de youtubeurs que je regarde encore. Il y a encore Squeezie, il y a encore Cyprien, il y a PewDiePie que je regarde aussi. Il y a des chaînes un peu plus scientifiques, genre Dr Nospan, les Parasites aussi. Et non, il y a plein de trucs encore très cool. Mais pour moi, c'est comme la télé, il y a encore des personnes qui survivent et qui a ce flot énorme de vidéos. Et je regarde pas la télé par contre. Mais pour moi, YouTube, c'est ma télé. Donc, et du coup, non, il y a ça. Et sinon, des séries, ouais, je regarde quand il y a des trucs qui sortent. Et il faut que je rattrape pas mal de séries aussi. Et du coup, pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo et tout, tu leur dirais si tu avais je sais pas, une orientation à donner ou plus pourquoi il faut qu'ils fassent des films? Pourquoi il faut qu'ils fassent des films? Ouais, ça, c'est une question c'est presque un peu philosophique. Pourquoi il faut faire des films? Bah, ouais, donne-moi une heure. Non, pourquoi on fait des films? Pourquoi faut en faire? Je pense que c'est parce que c'est une forme d'art qui est nouvelle. En vrai, c'est nouveau le cinéma. Il y a eu le théâtre pendant des siècles et des siècles qui a régné. Et maintenant, le théâtre, c'est un peu plus... Enfin, pas dans le sens popularité, je veux dire. C'est un peu moins accessible. Parce qu'il y en a beaucoup moins aussi dans toutes les villes. Enfin, maintenant, c'est le cinéma qui voilà, mais c'est pas parce que c'est cet art qui prime qu'il faut en faire, mais disons que c'est la nouvelle forme d'art où il y a encore, même si on dit que tout a été exploité, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Parce que chaque histoire, même si elle se ressemble avec une autre histoire, et c'est forcément le cas parce que tout a déjà été fait, mais la façon dont tu vas le faire, c'est ça qui compte. Parce que tu peux changer des vies, parce que tu peux tu peux inspirer, tu peux créer des artistes, tu peux créer des liens, tu peux faire en sorte que deux personnes, pendant une scène de bisous dans un cinéma, se tiennent la main. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'il faut faire du cinéma. Puis pour toi aussi, parce que tu as envie de raconter des histoires sûrement, parce que tu as envie de dire des choses que tu peux pas dire par écrit ou en politique ou sur des réseaux sociaux. Tu as envie de l'exprimer à travers des images. Et du coup, faut s'exprimer quoi dans la vie. Si tu retiens tout, c'est un peu dommage. Et puis il faut rêver quoi. Faut avoir envie de faire des choses. Il faut, je sais pas. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais trop bien. Ouais, c'est ça quoi. Bon, merci Tim. Bah, merci à toi. Pour tout ton retour d'expérience et tes conseils. Ah bah écoute, voilà quoi. J'espère. Ça se trouve dans un an, je vais regarder cette interview et je vais dire tu dis n'importe quoi. Enfin voilà quoi. Non, je suis sûr que ça, c'est pas n'importe quoi et t'as inspiré plein de gens et c'est trop bien. Bah écoute. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ciao.